Bienvenue dans cette petite vidéo qui va parler des identités et du contact entre les cultures différentes, donc entre les différentes identités. C'est un sujet qui m'a toujours passionnée et j'ai toujours voulu comprendre les interactions en fait entre les cultures. On va d'abord définir ce que c'est qu'une identité. Donc d'abord une identité, il faut savoir que ça parle de ce qu'on est et du coup on est quelque chose du début à la fin. Donc on reste la même personne à travers le temps. Du coup, il y a vraiment une idée de stabilité. Et en même temps, l'identité, c'est quelque chose qui n'est pas du tout stable. Les scientifiques vont parler de processus en fait, parce que ça va constamment s'adapter à travers le temps, à travers nos rencontres, à travers plein de choses. Il y a plein d'éléments qui font que l'identité, en fait, elle est tout le temps en construction. Donc c'est un processus qui n'est pas stable, qui n'est pas permanent et qui est plutôt dynamique. Alors les identités, c'est quelque chose propre à l'humain et c'est quelque chose qu'on construit uniquement au contact des autres. La première identité qu'on va construire, c'est celle qu'on construit avec nos parents. En fait, on reçoit un petit peu l'identité que nos parents nous enseignent en fait. Ils nous inculquent et nous transmettent. Par exemple, avec un bébé, on va jouer d'une certaine manière. On va lui apprendre des normes, des règles sociales. Et d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une famille à l'autre, les règles vont être différentes. Ça, c'est l'identité qu'on reçoit de ses parents. Après, il y a l'identité qui va nous être assignée en fonction des circonstances de la vie. Et ensuite, il y a l'identité un petit peu qu'on va choisir personnellement. Et l'identité qu'on se choisit, qu'on se construit nous-mêmes, elle permet un petit peu de corriger les contraintes pour que notre identité devienne cohérente. Alors, on peut parler des identités qui sont objectives et des identités qui sont subjectives. Donc, objective, c'est par exemple ma couleur de peau. C'est l'endroit où je suis née, si je suis une femme ou un homme. C'est mon prénom peut être porteur d'une identité. La langue que je parle, mon accent peut être porteur d'une identité. Tout ça, ce sont des éléments qui vont faire que les autres personnes vont nous percevoir d'une certaine manière et vont nous attribuer en fait une identité. C'est donc notre identité objective. À côté, donc, on a l'identité subjective qui est plutôt celle que l'on choisit. C'est celle qu'on va se construire soi-même. C'est la manière dont on se perçoit nous-mêmes. Et on va faire souvent des va-et-vient entre notre identité objective et l'identité subjective. À l'adolescence, on va remettre en question l'identité reçue, donc celle que nos parents nous ont transmise. On parle souvent à l'adolescence de crise identitaire. Donc ça veut dire qu'on va chercher en fait des nouveaux modèles. L'identité n'est pas fixe. Il est possible de changer de groupe identitaire. On peut changer de groupe et décider d'aller vers un groupe qu'on estime meilleur. Et donc, il existe une mobilité sociale. Et alors, il y a un processus que tout le monde met en place, c'est qu'on va se comparer. On va comparer notre groupe identitaire avec ceux des autres dans le but, en fait, de faire remonter l'estime de soi-même. Donc, on va, en général, dévaloriser les groupes qui sont différents. On a tous tendance, en fait, et il faut s'en rendre compte, à valoriser notre propre groupe et à dévaloriser les autres. Il faut faire attention car ce genre de comparaison peut être très dangereuse. Je pense par exemple au génocide rwandais, je pense aussi aux juifs, je pense du coup évidemment au racisme, je pense à l'esclavage, au colonialisme, aux personnes immigrées. Les personnes du groupe supérieur vont attribuer en fait des caractères maléfiques, des caractères négatifs et des caractères inférieurs. Donc je mets toujours bien des guillemets hein, parce que c'est juste un jugement que les groupes font entre eux. Donc ça, c'est vraiment une dérive à éviter. Il faut se rendre compte qu'on a tous cette tendance à se comparer aux autres et à dévaloriser les autres pour soi-même améliorer notre propre estime de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est naturel, qui est normal. Il faut juste se rendre compte qu'on est occupé d'entrer dans ce processus-là, le stopper, reconnaître tout simplement les différences et les similitudes et
pas besoin de faire de hiérarchie en fait. Il faut apprendre à regarder les différences sans faire de hiérarchie. Alors ensuite, on a des personnes qui parfois portent en elles deux cultures, qui sont donc biculturelles. Alors il y a deux possibilités quand on porte deux cultures. Soit on va fusionner les deux cultures, et ça veut dire qu'on va vivre avec ces deux cultures sans conflit identitaire. On va alors former une sorte de troisième culture qui nous est propre. Alors le fait de former une troisième culture comme ça, ça permet en fait de s'adapter à différents contextes, donc à être beaucoup plus flexible, à améliorer son estime de soi, sa satisfaction, sa joie, à diminuer la dépression, diminuer l'anxiété, et en général on se fait plus facilement des amis dans la culture dominante. Donc là je parle par exemple si si je suis par exemple belge et que je viens vivre au Maroc, je vais avoir plus d'amis marocains, culture dominante ici, par rapport à des personnes qui vivent en conflit. Alors les personnes qui vivent en conflit avec ces deux cultures, ce sont des personnes qui vont souvent alterner. Donc ils vont passer de l'un à l'autre, d'une culture à l'autre, et de manière conflictuelle. C'est pas toujours un conflit. Parfois, il y a moyen de vivre avec deux cultures de manière très scindée et sans les mélanger. Et souvent, à un moment où on a un conflit entre les deux cultures, un conflit identitaire. Toute personne a besoin d'harmonie dans la définition de sa propre identité, sinon ça va créer des stress et des conflits identitaires, des conflits interpsychiques et des troubles mentaux, des dépressions, etc. Alors la solution, quand on est en conflit identitaire entre plusieurs cultures, c'est soit de s'effacer, donc on va effacer une des deux cultures, souvent c'est notre deuxième culture, celle qui fait partie du groupe minoritaire. On va essayer de quitter le groupe qui est stigmatisé pour se fondre dans la masse entre guillemets, et se fondre donc dans le groupe qui est majoritaire, qui est dominant. Alors c'est une stratégie qui est individuelle et on va donc éviter toutes les confrontations et les conflits entre les deux cultures en effaçant donc la culture qui est minoritaire. L'autre solution qui est optée, c'est de valoriser la culture minoritaire, sa culture minoritaire, donc de s'affirmer. On va revaloriser sa culture et on va se rapprocher du groupe qui est discriminé. Et là, souvent, on rentre dans une démarche collective. Le fait de développer sa fierté d'appartenance ethnique et de s'affirmer, ça permet d'avoir une bien meilleure adaptation psychologique et de diminuer la dépression. Ça permet également de diminuer les discriminations, par exemple à l'école. Justement, parlons un petit peu de l'école. Est-ce que selon toi, l'école a le rôle d'apprendre la culture dominante à tous les enfants, ou est-ce que l'école a plutôt un rôle d'intégration? Est-ce qu'il faudrait plutôt intégrer toutes les différentes cultures à l'école, ou bien est-ce qu'il faudrait essayer d'assimiler tous les enfants dans une culture scolaire, dans une culture du groupe dominant selon le pays dans lequel ils se trouvent? Vu ce que je viens d'expliquer, j'insiste sur le fait que l'assimilation, ça crée des troubles identitaires, des troubles psychiques. C'est vraiment quelque chose à éviter. Donc j'invite tous les acteurs éducatifs à réfléchir à leurs pratiques éducatives pour mettre en place de l'intégration. Alors je suis sûre que toi aussi tu as plein d'idées d'intégration et je t'invite à en écrire plein ici en commentaire. Voici quelques-unes auxquelles j'ai pensé brièvement. Il y a des études qui ont prouvé que le fait d'inclure les parents dans l'école pour qu'ils soient des acteurs et qu'ils puissent participer à des projets, c'est que c'est vraiment quelque chose de très très positif pour les enfants et qui les aide à, si on veut, faire la paix avec l'école. Donc se réapproprier, si vous voulez, la culture scolaire et se dire que non, l'école n'est pas différente de ma famille forcément, l'école fait partie de ma famille. Moi j'ai travaillé quelques années dans des écoles à Bruxelles avec un public très très multiculturel. Et j'ai toujours fait attention aux petits détails de quand on s'adresse aux élèves par rapport à leurs origines ou autres, il faut toujours leur parler en leur disant qu'ils sont belges. Alors,
Parce que la plupart, si on leur demande, ils vont nous dire qu'ils sont belges. Ils sont nés en Belgique. Ils ont l'identité belge. Et puis, ils vivent en Belgique. Donc, si on veut parler de leurs différences, on va plutôt insister en disant que ce sont des origines. Donc, quand on veut parler à un enfant de son origine, des origines ethniques de sa famille, on va vraiment utiliser ce terme en disant oui, mais tes parents, ils sont de quelle origine? Dans ta famille, tu as quelles origines? Est-ce que tu connais où sont nés tes parents, ou les grands-parents, ou arrière-grands-parents, ça dépend depuis quelle génération ils sont en Belgique. Il y a un travail très intéressant à faire là-dessus parce qu'en fait, on a tous des origines différentes, on vient tous à des générations plus ou moins éloignées de pays différents. Alors un autre petit détail que j'aimais bien faire, c'est quand je faisais les présentations avec mes élèves, je leur demandais de prononcer leur prénom. J'insistais en disant qu'ils devaient me dire le prénom de la manière dont ils veulent qu'on les prononce. Même si c'est difficile pour certaines personnes, qu'on allait tous faire un effort et qu'on allait apprendre à prononcer leur prénom. Parce que j'ai eu beaucoup d'enfants qui me disaient par exemple, moi je m'appelle Mohamed. Mohamed, ben non, c'est Mohamed. Alors je ne prononce pas forcément super bien comme quelqu'un qui habite au Maghreb, mais il y a quand même un effort de base qu'on peut faire. Alors les enfants, c'est très rigolo, parce que depuis qu'ils sont à l'école, on leur a répété qu'ils s'appelaient Mohamed, Mohamed, Mohamed. Et quand je leur demande comment ils s'appellent, ils me disent Mohamed. Pourtant, j'entends leurs parents dire Mohamed. Donc, c'est très rigolo. Ils ont vraiment intégré qu'à l'école, il s'appelle Mohamed et qu'à la maison, c'est Mohamed. Mais si l'enfant veut qu'on fasse l'effort de prononcer son nom de la bonne manière, donc de la manière dont les parents le prononcent, je pense que c'est un effort à faire. Alors un autre travail aussi qui est important à faire, je pense, en classe, c'est d'utiliser les différences de culture comme support et comme richesse pour les apprentissages. Par exemple, parler des religions, on demande aux enfants d'apporter des exemples, d'apporter des objets, d'apporter des récits de leur famille pour pouvoir illustrer les cours. Le but, c'est vraiment de casser les hiérarchies entre les cultures, de mettre tout le monde au même niveau, de regarder les différences, ne pas les gommer. Au plus on regarde en fait les différences, au plus on les adopte, donc on les trouve normales. C'est une lutte contre le racisme tout simplement, et une lutte pour arriver à l'ouverture d'esprit et la tolérance. Je me souviendrai toujours, je devais donner un cours de religion catholique sur la prière, normalement c'était pendant un stage, et j'avais face à moi la moitié de mes élèves qui étaient d'origine maghrébine, et d'autres qui étaient d'origine italienne, enfin un peu de tout. Il y avait peut-être 3 Belges dans toute la classe. Et c'était des petits, ils étaient en première primaire, donc ça veut dire qu'ils avaient 7 ans plus ou moins. Et j'ai tout simplement fait un cours sur les prières, du coup, parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens de ne pas inclure justement les différentes cultures. Ils étaient émerveillés. J'ai vu des étoiles briller dans leurs yeux, c'était vraiment magnifique. J'ai tout simplement d'abord fait un brainstorming, donc on sait quoi prier pour toi. J'en ai un levé et il m'a fait les mouvements de prière en disant Allah Akbar. Et il m'a regardé et toute la classe m'a regardé. Ils étaient presque tétanisés comme ça, à se dire mais qu'est-ce qu'elle va dire madame? Comme si c'était de la provocation en fait. Et j'ai tout simplement félicité en disant que c'est très bien, que c'est une manière de prier. Puis j'ai demandé qu'il y a d'autres manières de faire et ils étaient mais tellement heureux de pouvoir en fait exprimer ce qu'ils connaissent dans leur famille. Et je m'étais limitée aux 3 religions monothéistes. Donc on a étudié un petit peu les vêtements, les postures, les différentes manières de prier dans les 3 religions. On a donc pu mettre en évidence qu'il y avait des choses qui étaient semblables, qui étaient les mêmes, et qu'il y avait également des différences. Donc j'ai bien expliqué que les cultures étaient toujours en construction et qu'en fait l'idéal c'est de se créer donc notre 3e culture. Ça veut dire qu'il faut essayer de faire fusionner les cultures entre elles et pour ne pas vivre en conflit. Ça c'est vraiment l'idéal. Alors dites-vous bien que cette fusion en fait elle se fait avec plein de cultures.
dès qu'on rencontre quelqu'un, dès qu'on parle avec quelqu'un qui a une autre culture, on modifie notre propre culture en fait, notre propre identité. Et on va changer de regard puisqu'on va découvrir des choses nouvelles. Et ce changement de regard va nous bouleverser plus ou moins. On va changer un peu notre manière de voir les choses. Et certaines personnes vont adopter des cultures, donc ça c'est notre choix. Au final, on est des êtres multiculturels. Il faut vraiment casser cette image, bah, toi tu es comme ceci, moi je suis comme cela, on est différents, c'est pas compatible. Ben non, on peut fusionner les cultures, on peut créer des nouvelles cultures qui nous sont propres, parce qu'en fait il n'y a personne qui correspond à 100% à une culture, c'est pas possible. On a tous fait des voyages, on a tous parlé avec des gens qui étaient porteurs d'une autre culture, et du coup on est tous porteurs de plein, d'une multitude de cultures. Voilà, donc c'était ma petite introduction sur les identités avec les contacts entre les différentes identités culturelles. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions, à rajouter des thèmes. Mais je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.